Puis quand il y a le petit symbole de clic qui sont là, le petit souris, là, bref. Oui, ça le veut dire pointeur. que je te recommande vraiment de cliquer sur ce lien-là. Il y en a plein que j'ai mis d'extra là, de ressources complémentaires, mettons. Mais ceux qui ont des clics, je recommande vraiment de cliquer dessus puis de te faire ta propre copie ou les garder dans tes favoris si c'est des sites web ou des documents qui sont mis à jour régulièrement. Tu es mieux de les garder dans tes favoris seulement. Fait que voilà. Donc, on commence. OK. Fait que j'aimais ça pour le bénéfice du souvenir. Là. Donc, dans le PDF, il est là si jamais tu as des questions. Mon nom, tu m'écris dans Teams, c'est super rapide. Puis sinon, avec le Bitly des récits, assure-toi de choisir un temps pour ta question. Si c'est un peu plus long, il y a des 15 minutes, des 30 minutes, des 1 heure si tu veux, si tu as besoin de quelque chose un peu plus précis, qu'on réfléchisse à un élève, ses besoins particuliers ou quelque chose. Puis, une fois que tu as choisi le temps, n'oublie pas de choisir mon nom parce que mes autres collègues ici n'ont pas le mandat des aides technologiques. Donc, c'est que moi pour l'instant. Ensuite, ça, c'est les deux intentions de notre rencontre d'aujourd'hui. Explorer les fonctions d'aide de Lexibar en lien avec les besoins. On l'avait survolé la dernière fois vraiment rapidement, mais là, on va y aller un peu plus en détail. Là, chaque fonction d'aide, qu'est-ce que tu peux observer chez les élèves, comment tu peux les aider avec leurs besoins différenciés. Et la grosse partie aujourd'hui, c'est les stratégies d'utilisation puis des outils d'entraînement pour soutenir les élèves, puis pour te soutenir toi dans tes observations puis dans tes interventions avec eux. Ça, c'est notre démarche d'attribution d'aide technologique très résumée. Là. On commence toujours par déterminer les besoins de l'élève puis ensuite choisir l'aide technologique. C'est justement pour ça qu'on va regarder les fonctions d'aide de Lexibar en lien avec les besoins spécifiques des élèves. Ça, c'est juste un rappel, dans le fond, que c'est vraiment possible d'utiliser les aides techno, même au palier 1 dans tes interventions. Donc, même avec tout ton groupe, tu pourrais dire, ben je décide que cette fois-ci, on travaille notre structure de phrase, par exemple, avec une rétroaction vocale dans Word. Tout le monde y a accès, pas besoin de Lexibar. Ceux qui utilisent Lexibar déjà pourraient continuer leur entraînement avec Lexibar. Mais sinon, directement dans Word, dans l'écriture, on pourrait réécouter nos propres phrases. Puis ça nous aide vraiment parce que souvent, les élèves relisent avec leurs phrases en tête. Donc, ils vont relire ce qu'ils pensent qu'ils ont écrit, pas nécessairement ce qu'ils ont écrit pour vrai. Donc, cette fonction d'aide-là, elle peut être vraiment pratique pour tout le monde. Puis toi, ça peut te donner un petit cue aussi à savoir si il y a vraiment des besoins qui sont réels et qui sont nécessaires pour cet élève-là, s'il prend tout le temps, s'il continue à te demander « Hey, madame, est-ce que je peux reprendre encore la synthèse vocale? » Fait qu'à ce moment-là, ben, tu peux comme avoir justement des petits indices que c'est nécessaire pour lui, puis investiguer un peu plus loin, palier 2 ou palier 3, même pour ces élèves-là qui sont en besoin plus constant. Juste un rappel du document d'analyse réflexive, si jamais, vu que ça fait partie de la démarche d'aller analyser là, les besoins en collaboration avec les autres intervenants, là, ce serait ici, là, j'ai pas mon pointeur, excuse-moi, ce serait ici que tu pourrais aller cliquer si tu as besoin de ce document-là. Il était aussi dans la présentation 1, donc pas de souci, là, mais je voulais le remettre au cas où dans la démarche, on se rend compte qu'on en a besoin. Dans le fond, on analyse les besoins des élèves à partir de leur situation de besoin, c'est-à-dire l'écart entre leur situation actuelle, où est-ce qu'ils sont en ce moment, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en ce moment, puis les exigences minimales de la tâche. On ne leur demandera pas d'avoir un A, d'avoir un 100%, d'avoir la meilleure cote possible, peu importe comment on évalue. Là. On leur demande de répondre aux exigences minimales de la tâche, faire toutes les étapes dans le temps requis et tout ça. Donc, ça peut faire partie de la situation de besoin, et ce, même s'ils sont en réussite. Un élève pourrait avoir plus que 60% et quand même nécessiter, pour répondre aux exigences minimales de la tâche, une aide technologique. Justement, par rapport aux besoins, là, c'est pas juste la note, on vient de le dire, il y en a plein d'autres. Je vous ai mis les besoins fondamentaux de Glasser. Ça a été produit, ces deux documents-là, par le récit national en adaptation scolaire. Ça m'a fait penser tout de suite à la pyramide de Maslow, là, celui-là, a besoin de survie, de sécurité, d'appartenance, tout ça, c'est la base de la pyramide de Maslow aussi. Mais dans celui-là de Glasser, il y a le pouvoir et la liberté que je trouvais vraiment associé au contrôle que l'aide technologique donne et à l'autonomie que l'aide technologique donne aux élèves. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est mieux encore, c'est plus précis que Maslow par rapport aux aides technologiques. Et évidemment, le plaisir d'apprendre, c'est très difficile de l'obtenir quand on a des grandes difficultés. Puis si l'aide technologique peut éliminer certains des obstacles que les élèves pourraient rencontrer, ben à ce moment-là, c'est plus facile d'avoir cette motivation-là qui vient avec le plaisir. La situation de besoin est représentée ici là, dans la fleur sur le côté.
Oui, le seuil minimal est toujours là, on en parle encore, mais il y a plein d'autres sphères qu'on pourrait aller observer chez les élèves pour s'aider, pour déterminer les besoins des élèves. Et pour faire ça, vous n'êtes pas obligé de prendre juste des traces d'apprentissage. C'est la même chose que la triangulation en évaluation. Dans le fond, vous êtes en train d'évaluer un besoin, donc c'est la même chose. Là, vous pourriez garder des traces de vos observations d'élèves et des conversations que vous avez avec leurs élèves sur leurs difficultés, et ça répondrait quand même aux besoins d'avoir des traces et un suivi des progrès de l'élève pour déterminer s'il nécessite telle ou telle fonction d'aide dans Lexibor. On poursuit avec un document, mais en fait, c'est un Geniali, là, donc ça, ce serait à garder dans les favoris. Si vous voulez cliquer ici juste sur la source, là, vous allez la voir. Il y en a 2 autres référentiels d'intervention en lecture et en écriture qui sont hyper bien faits. Je vous les ai mis là parce que là-dedans, il y a aussi des pistes d'intervention avec les élèves, pas nécessairement spécifiques à Lexibor. Mais ce Geniali-là, à garder dans vos favoris, il est vraiment concentré pour identifier les difficultés marquées en français, malheureusement uniquement en français. Mais bref, ça peut quand même donner des pistes. Là. Il y a même des entrevues individuelles qui sont prévues, d'autres outils d'évaluation pour aller vraiment valider chacune de ces sphères-là. Donc, c'est vraiment à garder là, dans la petite poche si vous avez des analyses de besoins à faire. Ça, c'est notre outil. Donc, celui-là, je vais m'y attarder un peu plus. C'est un outil CSS-DHR. C'est le tableau synthèse des aides techno. Donc, je vais cliquer dessus, moi aussi, là, cliquer sur le mot « source » en bas à gauche, puis je vais vous partager mon écran. Je pense que ça vaut la peine pour qu'on décortique un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là, vous devriez voir mon tableau ici, l'écran tableau synthèse des fonctions d'aide. Dans ce document-là, vous avez des colonnes qui sont justement reliées aux besoins, les difficultés observées et les besoins de l'élève. Pour moi, ça va ensemble, là, ce que vous observez et comment on peut nommer ces besoins-là. Donc, une fois que vous avez repéré tout ça, là, on est dans la compétence à lire. Donc, une fois que vous avez repéré tout ça, vous pouvez aller voir s'il y a une fonction d'aide qui pourrait être utilisée et quels produits ont cette fonction d'aide-là chez nous au CSS-DHR. Hier, avec l'autre cohorte de la même formation, j'ai remarqué qu'il en manquait. C'est vraiment un document que je mets à jour le plus régulièrement possible. Dès que je découvre quelque chose de nouveau, dès que quelqu'un me partage quelque chose, je vais l'insérer là-dedans. Donc, celui-là, c'est vraiment à garder dans vos favoris. Vous pouvez évidemment là, vous faire une copie personnelle, mais gardez-le quand même dans vos favoris pour avoir toujours la dernière version. Donc, à mettre ici là, dans la petite étoile dans Chrome pour les favoris, ou si vous utilisez un autre navigateur, prenez n'importe quelle façon de faire vos favoris. Là, moi, c'est tout le temps Chrome, donc gardez-le pas trop loin. J'ai aussi mis au niveau de l'info-sanction les 2 annexes qui correspondent aux aides technologiques, donc les mesures d'adaptation, puis tout ce qui est outils numériques, mais pour tous, tout ce qui est permis à tout le monde. Donc, ça peut être un bon rappel. Ça, c'était pour la lecture. Si on descend en écriture, celui-là comporte 3 volets. La lecture, je l'ai regroupée en un seul bloc parce que je trouvais que il n'y a pas tant de différence tant que ça dans les besoins qu'on pouvait analyser, du moins de mon côté. Là. Fait que j'ai tout regroupé. Généralement, pour la lecture, c'est la synthèse vocale, le suivi dynamique du mot avec la synthèse vocale, ou l'assistance pictographique, donc les illustrations. Dans Lexibor, ça peut vraiment aider. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut prendre, entre autres l'enregistreur vocal et la dictée vocale pour la formulation de réponses complètes, là, le dernier picot des difficultés observées. Puis, il y a la mise en évidence des syllabes ou des sons, mais ça, c'est vraiment pour les plus jeunes généralement. Là, donc, on peut découper les mots en syllabes avec le lecteur immersif de Word, par exemple, ou mettre certains sons en évidence avec le syllabe et compagnie. Mais ça, honnêtement, pour le secondaire, c'est vraiment moins utilisé. Donc, je reviens à l'écriture, pardon. Au niveau du geste moteur, de la lisibilité, au niveau de la calligraphie, la fatigabilité ou la lenteur d'exécution dans la transcription, là, tout ce qui est traitement de texte ou dictée vocale ou enregistreur vocal. On se souvient que la différence, c'est que la dictée vocale, ça écrit à notre place, donc on dicte, mais ça va écrire à l'écran, tandis que l'enregistreur vocal, ça fait juste un audio qu'on peut réécouter. Donc, un élève qui aurait des difficultés, par exemple, avec ses idées, l'émergence des idées ici, là, l'enregistreur vocal, ça pourrait être vraiment pertinent pour lui parce qu'il peut tout dire, puis ensuite, il va aller se réécouter, faire pause, écrire sa première idée, se réécouter une deuxième fois, faire « Ah, non, je réajuste ». Puis à l'écran, c'est plus facile aussi justement de se réajuster puis de remanier son texte. Donc, pour une personne qui a des difficultés avec ses idées, les placer en ordre tout de suite, même avec un plan, ça peut être assez difficile. Donc ça peut être intéressant.
Mini parenthèse sur la dictée vocale en écriture, là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on va aller valider si on l'utilise en évaluation. En apprentissage, il n'y a pas de problème. Vous pourriez utiliser la dictée vocale juste pour mettre en contact l'élève avec une bonne orthographe d'un mot. Donc, s'il le dicte puis voit le mot apparaître à l'écran, ça va peut-être lui permettre de se familiariser avec ce mot-là et de le garder en mémoire. Et pas de problème en apprentissage. Même pour tous les élèves, il n'y aurait pas de problème. Mais là, en évaluation, il faut faire attention parce qu'étant donné que la dictée vocale écrit pour l'élève, ça fait des phrases complètes avec des majuscules et des points. Évidemment, ça fait l'orthographe, ça écrit l'orthographe pour l'élève, donc on ne pourrait pas utiliser la dictée vocale avec les critères 4 et 5 en écriture. Donc, structure de phrase et orthographe lexicale grammaticale, c'est pas possible. Sachez par contre que si l'élève l'utilise, c'est très, très difficile de faire des phrases orales qui sont structurées comme une phrase écrite. Donc, il faut vraiment le retravailler après. Il y a plein de stratégies à mettre en place avec l'élève pour justement qu'il sache quoi faire après, parce que c'est pas j'ai dicté, puis voilà, c'est écrit, mon texte est terminé. Là. Non, 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 il y a des paragraphes à faire, il y a des intertitres, plein de choses là, à aller structurer et à aller corriger pour lui, parce que j'ai parlé d'orthographe grammaticale tantôt, mais au niveau de la dictée vocale, c'est pas tout à fait ça. Et parfois, notre accent n'est pas très bien compris par le logiciel au niveau de la dictée vocale, donc il faut aller quand même changer quelques mots. Je poursuis avec la compétence à écrire. Celui-là, on parle vraiment plus d'orthographe, correspondance des graphèmes, des phonèmes, l'orthographe lexicale, même, encore une fois, formulation de la pensée un peu, parce que le prédicteur de mots, les deux ici, peuvent prédire des mots qui s'en viennent aussi, avec une certaine co-occurrence. Donc, quand on fait un espace après un mot, des fois, il y a d'autres mots qui apparaissent. On peut aller voir qu'est-ce que le prédicteur nous suggère. Ensuite, dictionnaire électronique et numérique. Parfois, ça peut nous donner des idées aussi. Je pense à celui dans Antidote qui peut nous faire un nuage de mots vraiment intéressants autour d'un mot. Donc, se faire un champ lexical automatiquement à partir d'un mot. Puis là, je viens de voir que je ne l'ai même pas mis ici. Et les illustrations, évidemment, qui sont dans le Lexibar, mais qui sont aussi dans le lecteur immersif de Word que j'ai toujours pas mis là. Fait que plein de choses à améliorer dans ce document-là, à mettre à jour plutôt, parce que c'est des nouveautés là, que je ne connaissais pas, du moins, et qui ne m'avaient pas été partagées encore. Compétences à écrire 3, au niveau de la syntaxe des phrases, au niveau de la révision du texte, la correction du texte, c'est un peu plus difficile. Donc, dans celui-là, dans ce contexte-là, synthèse vocale, j'en ai parlé, c'était mon exemple tantôt pour les structures de phrases. Ça, vraiment, là, si je retourne enseigner demain matin, j'utiliserai avec tous mes élèves, c'est sûr, sûr, sûr. C'est tellement payant de les faire se réécouter puis d'insister pour que ce soit phrase par phrase, pour travailler les phrases longues avec eux. C'est vraiment, vraiment utile. Et il y a évidemment des vérificateurs orthographiques. Donc ça, la différence avec le correctiel, c'est que le vérificateur va souligner une erreur et peut-être proposer des alternatives, mais sans explication nécessairement, tandis que le correctiel va pouvoir corriger beaucoup plus et nous proposer des explications grammaticales vraiment plus complètes. Là, on parle de Antidote dans celui-là. Le vérificateur orthographique de Lexibar met les mots en couleurs différentes. Puis il y a le vert, le bleu et le rouge. On va voir ça tantôt. Donc ça peut être très utile pour juste avoir un petit coup de pouce pour le doute orthographique au niveau des élèves. Là, fait que ça peut être vraiment intéressant. Un peu partout dans les 4 pages qu'on a vues, et parce que c'est tout, là, c'est la fin, on a juste en français pour notre CSS pour l'instant. Il y a la valeur ajoutée pour les élèves. Je prends une petite minute juste pour souligner cette valeur ajoutée-là. Elle pourrait être vraiment utile pour un élève qui a des problèmes au niveau de son attitude avec les aides techno. Si ça lui tente plus de l'utiliser, il faut vraiment insister sur la valeur ajoutée, quitte à analyser avec lui une trace sans son aide techno, une trace avec son aide techno, lui voir à quel point ça peut être payant pour lui. Puis toutes les aides, les valeurs ajoutées qui sont listées dans le document, c'est vraiment quelque chose qui peut vous servir, vous, comme argumentaire pour aller le dire aux élèves, là, si c'est ce que vous observez. Et les modalités, les enjeux à réfléchir, c'est toutes des petites choses que dans la pratique, on a vu que ça pouvait être vraiment important, ou bien une limite à certaines fonctions d'aide ou à certains produits qui sont disponibles. Donc, pensez à ça quand vous proposez la fonction d'aide aux élèves. Exemple, prévoir un casque d'écoute pour la synthèse vocale. Évidemment, en contexte de grand groupe, ça peut être dérangeant si quelqu'un utilise la synthèse vocale. Premièrement, pour lui-même, parce qu'il ne veut pas que les autres entendent son texte, parce qu'il est en train de le travailler, par exemple. Puis pour les autres aussi autour, d'avoir une voix synthétique qui parle à côté, là, ça peut être vraiment très déconcentrant.
Je vais revenir à la présentation. Bonjour Sophie, je n'avais même pas vu, j'avais une petite fenêtre, je n'avais pas vu que tu étais arrivée. Bonjour Anne-Sophie, je suis désolée, je n'avais pas revérifié. J'étais sûre que la formation débutait à 8 heures. Mille excuses. Aucun souci, aucun souci. Est-ce que tu as accès à la formation, aux documents? Je ne pense pas, hein? Est-ce que ça Ben, avait tu été devrais envoyé à l'avoir. part? Non, en fait, c'est un lien sur lequel tu pourrais cliquer. Là, je te ramène au début. Sur la page d'accueil, il y a l'URL raccourci. Si tu veux le partager avec d'autres collègues, ça va rester disponible. Là, mon url.ca/lexibar2, février 2024. Oui, Tu tapes c'est ça dans le navigateur pour tes collègues, ça va les amener à la présentation en PDF juste pour faciliter les clics. Mais si jamais tu as besoin de la présentation en PowerPoint, il n'y a pas de problème, je peux te l'envoyer aussi. Puis sinon, à l'écran comme tel, quand tu es dans la présentation là, PowerPoint que je projette dans le Teams, tous les liens là, devraient être cliquables. Merci. Ça fait plaisir. On était ici, voilà. Donc, on était dans le tableau, on a fait le tour pour les besoins versus les fonctions d'aide. On n'est pas resté uniquement là, dans le Lexibar parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles au centre de service. Mais là, on s'en va spécifiquement dans le Lexibar. Prédicteur de mots orthographiques, c'est la section qui est verte sur le côté. Donc, ça y va avec les lettres. Il faut que l'élève qui utilise une prédiction de mots orthographiques ait quand même des stratégies orthographiques pour être efficace avec celle-ci. Parce que cette prédiction-là, évidemment, elle n'est pas phonologique. Donc, s'il y a des erreurs de lettres, particulièrement au début du mot, parce que c'est ce que le Lexibar analyse, il va proposer des mots qui commencent par ces lettres-là. Là, on avait, je pense, l'exemple de qualité. Donc, il faudrait que l'élève puisse se dire, OK, qualité, je ne vois pas ce que je cherche dans mon prédicteur orthographique. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour aller chercher le mot que je veux vraiment? Parce que là, il n'est pas là. Donc, il faut que je change quelque chose de toute évidence. Donc, avec certaines connaissances au niveau des lettres, des sons des lettres, il serait probablement capable de se dire, OK, le son Q, je sais que je peux le faire avec un K, je vais essayer le K. Je sais que je peux le faire avec un Q, je vais essayer le Q. À partir de là, s'il ne voit toujours pas son mot, ben là, il faut qu'il aille changer d'autres lettres, d'autres sons, il faut qu'il fasse des manipulations, il faut qu'il aille écouter les mots aussi, parce que peut-être qu'il les a juste lus trop vite, donc il peut les écouter. Il peut aussi les faire défiler. Là, dans la capture d'écran, on en a mis seulement 3, parce que cette boîte de prédiction de mots-là, elle peut en contenir jusqu'à 8, mais pour certains élèves, c'est beaucoup. Ça crée une certaine surcharge cognitive, donc on veut essayer de le mettre le plus possible personnalisé pour l'élève. Si l'élève est capable d'en gérer 8, il n'y a pas de problème, on peut afficher les 8 sans souci. Mais si c'est trop pour lui, on réduit. Donc là, dans notre exemple, on avait réduit à 3, mais ils apparaissent quand même en défilement. Donc, on peut, avec les flèches ou avec la roulette de la souris, faire défiler les mots et aller voir les mots qui sont plus loin. Donc, ça, c'est pour difficulté en orthographe lexicale, mais quand même avec une bonne connaissance de base et des astuces là, pour aller transformer l'écriture du mot au besoin. Au niveau de la synthèse vocale, difficulté avec les inversions, les substitutions, vous le voyez, là, quand on est en contexte d'écriture, c'est vraiment utile. On a tendance à penser que la synthèse vocale, c'est la lecture, puis c'est une bonne association parce que c'est vrai qu'on l'utilise vraiment régulièrement en lecture, mais en écriture, ça peut être vraiment, vraiment payant pour aller écouter l'orthographe du mot qu'on a écrit tel quel, pas tel qu'on pense qu'on l'a écrit, comme j'ai dit tantôt. On poursuit avec le prédicteur phonologique, le pendant bleu, mettons, dans la capture d'écran de ce qu'on a parlé tantôt avec le vert. Celui-là, c'est pour un élève qui a des difficultés orthographiques également, mais qui aurait aussi des difficultés au niveau de la correspondance du son avec la lettre ou qui fait des confusions qu'il ne sait pas qu'il fait dans le fond, là, comme le vu, le ch avec le j. Toutes ces difficultés-là, ça peut être aussi associé à une difficulté au niveau du langage. Donc, si c'est une confusion au niveau des sons et que les stratégies pour transformer ces sons-là dans le mot, pour aller chercher le bon mot, ne sont pas acquises chez l'élève, le prédicteur phonologique peut être vraiment utile. Au niveau des illustrations, on avait écrit la dernière fois difficulté d'accès au sens, donc pour comprendre un texte lu avec des illustrations au-dessus de certains mots, ou pour aller sélectionner le bon mot, comme dans cet exemple-là, dans la boîte de prédiction de mots. Mais on a rajouté les élèves issus de l'immigration auxquels on n'avait pas pensé dans la première partie parce que, mon Dieu, que c'est vrai qu'au niveau de l'apprentissage de la langue française, si avoir des illustrations, ça peut les aider, ça pourrait être vraiment utile. Si votre élève n'a pas Lexibar, mais est quand même issu de l'immigration, sachez qu'il y a des illustrations dans le lecteur immersif de Word en ligne. OK, je le redis, là, parce qu'il faut le trouver, c'est vraiment bien caché, là.
Quand on est dans Word en ligne, si on va dans l'affichage du lecteur immersif, une fois qu'on est là-dedans, il y a 3 petits icônes en haut. Je vais vous montrer tantôt, là, j'ai des captures d'écran du lecteur immersif. Puis dans ces icônes-là, vous avez le choix d'afficher des illustrations. Mais ce n'est pas exactement comme dans Lexibar. Lexibar, si on lui dit « affiche des illustrations dans la fenêtre de lecture », il va les mettre automatiquement au-dessus de tous les mots qui contiennent une illustration. Si on lui dit d'afficher les illustrations dans la boîte de prédiction de mots, il va les mettre automatiquement à gauche de chacun des mots qui a une illustration associée. Mais dans le lecteur immersif de Word, c'est pas exactement pareil. C'est au clic. Donc, je comprends pas ce mot-là, je peux aller cliquer dessus pour l'écouter, un seul mot. Je peux me faire lire, évidemment, la phrase complète ou le paragraphe complet là, dans le lecteur immersif, bien sûr, mais pour le mot comme tel avec l'illustration, je peux cliquer dessus, l'écouter. Je peux cliquer dessus, voir une petite illustration ou des illustrations qui sont associées à ce mot-là. Et je peux aussi avoir la fonction traduire. Donc, encore une fois, pour les élèves issus de l'immigration, avec la traduction, ça peut être vraiment payant. Ils peuvent l'entendre dans leur propre langue, ils peuvent l'entendre en français, faire la comparaison entre les deux, le voir dans leur propre langue. Et il y en a beaucoup des langues là, dans le lecteur immersif. Je ne sais plus c'est combien, mais il y en a très peu qu'on n'a pas. Je poursuis. On reste dans Lexibar. Je sais que je suis beaucoup dans Word, mais c'est parce que je sais que Lexibar bug et que je vous propose des alternatives. Donc, ça, c'était nos exemples de la dernière fois avec les illustrations, juste pour vous allumer une petite cloche que les illustrations sont avec le sens le plus courant de chacun des mots. Donc, dans l'exemple que José avait pris dans la presse, je pense, il y avait le verbe porter, mais qui s'écrivait P-O-R-T-E, tout comme une porte, et donc c'était une porte qui était affichée, là. Donc, oui, on n'a pas tous les mots qui ont exactement le bon sens. Ça n'analyse pas la classe de mots avant de mettre l'illustration. C'est juste, voici, porte. Normalement, c'est une porte, donc on affiche cette illustration-là. C'est la même chose pour les noms propres, comme Bernard Drainville, là, ici à gauche, qui était en rouge et qui n'avait pas d'illustration, évidemment. Le rouge dans la fenêtre de lecture et dans la boîte de prédiction de mots, ça signifie que Lexibar ne reconnaît pas du tout ce mot-là. Il ne l'a pas du tout dans son dictionnaire, ni avec une orthographe lexicale, ni avec une orthographe au niveau phonétique, là, parce que tout est associé là, dans Lexibar. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas de bleu dans l'exemple, mais il y a des mots en bleu parfois. Quand notre prédicteur phonologique est activé, faites attention, il n'y aura pas de mots en bleu si vous n'avez pas accès au prédicteur phonologique. Mais s'il y en a des mots en bleu, sachez que c'est bien écrit au niveau phonétique. Lexibar reconnaît le mot, mais il y a quand même quelque chose à aller transformer dans son écriture. Donc, encore une fois, pour soutenir le doute orthographique de l'élève, ça peut être vraiment bien de lui dire, on commence par mettre tous les mots en vert. Ça peut être une première étape pour un élève qui n'aurait aucun doute orthographique jamais. Par contre, sachez que c'est un vérificateur orthographique, pas un vérificateur grammatical. Dans mon prochain exemple, c'est ça, là. Il y a des mots ici, là, par exemple, le 7, puis même le dan, là. Au niveau des dan, on a cherché ça l'autre jour. C'était des dan, genre karaté, judo, là, art martial, là, genre 7e dan de la ceinture noire, je sais pas trop, là. Et c'est un mot qui existe et qui est bien écrit, donc ouais, il le met en vert. Donc, il y a vraiment des limites. Il faut vraiment souligner aux élèves que ce n'est pas parfait, tout comme le vérificateur orthographique de Word, d'ailleurs, n'est vraiment pas parfait. Et il faut quand même utiliser son jugement critique, ses manipulations syntaxiques, les stratégies de révision qu'on a travaillées, là, toutes les stratégies que vous leur enseignez sont encore bonnes, même avec un vérificateur orthographique. Donc, ici, là, vous avez le résumé des couleurs. Là, cette capture d'écran-là, c'est une fenêtre de lecture. Donc, les mots sont affichés en couleur dedans quand le vérificateur est activé. S'il n'est pas activé, les couleurs n'apparaissent pas. C'est juste du noir ou du blanc. Et dans la fenêtre, dans la boîte de prédiction de mots aussi, le mot qui est écrit en haut, donc que l'élève est en train de travailler ou de chercher, va être aussi en couleur si le vérificateur orthographique est activé. On passe à la suite de la formation, mais surtout la suite de la démarche d'attribution d'une aide techno, le mettre à l'essai. C'est le moment où on entraîne l'élève. On l'entraîne en classe, mais on peut l'entraîner aussi en orthopédagogie. Il y a des enseignants soutiens qui sortent les élèves des classes parfois. Donc, au niveau de la gestion là, de tout ça, on va regarder des suggestions. Là, la prochaine diapo, c'est ça, parce que je suis certaine que vous faites déjà des choses bien. Donc, dans quelques-unes de mes formations ou de mes rencontres avec des équipes écoles, j'ai retravaillé dans le même document. Vous allez voir donc qu'il y a déjà des suggestions de d'autres personnes dans le document qui s'en vient tout de suite après, pour être capable de réinvestir en contexte réel d'apprentissage aussi en classe. Donc, ça a été des suggestions qui ont été faites par des orthopédagogues et des enseignants, principalement. Donc, justement, là, pour la prochaine, je vais avoir besoin de votre participation, mesdames.
Je vais vous demander de cliquer sur le document de gestion à l'entraînement, de gestion de l'entraînement, pardon. Ça va vous amener dans un document qui devrait être collaboratif, donc vous devriez pouvoir écrire dedans. On va prendre juste une petite minute ou deux pour le survoler, là, puis si vous avez des idées en même temps ou des bonifications à aller apporter, ce document-là va m'aider justement à donner des conseils, à savoir ce qui se fait dans les milieux et peut-être vous aider aussi si vous voyez quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Là. Même moi, hier, il y a quelqu'un qui a écrit prévoir des prises de surtension pour les appareils électroniques. Puis je me suis dit, ben oui. Des fois, on a des prises très ordinaires, puis on n'a pas cette chose-là spécifique. Il y en a même qui se vendent, j'ai vu ça super récemment, avec une petite batterie de plus. Donc, si le portable, je sais pas, il y a quelque chose, l'électricité manque dans l'école, le portable a vraiment pas une bonne batterie, puis on veut pas perdre tout ce qu'on est en train de faire, ben, il existe des prises avec des petites batteries. Je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Donc, je vous laisse naviguer là, dans le document. Je vois, Véronique, tu es là, mais Sophie, je te vois pas. Est-ce que tu as réussi à cliquer sur le lien? Est-ce que tu es en train de faire d'autres choses? C'est correct aussi, là. Je ne peux pas te forcer à venir écrire. Par contre, si tu veux aller survoler avec nous, là, ce serait parfait. Je vais d'ailleurs partager mon écran pour que ce soit plus facile. Donc, on est dans le document. Et dans ce document-là, il y a plusieurs sections. Donc, section des besoins des adultes et des besoins d'élèves. Donc, pensez à certaines choses au niveau du soutien que vous pourriez avoir, des achats que vous pourriez avoir besoin de faire, au niveau des élèves, de quoi il y aurait besoin pour bien fonctionner, comment organiser l'environnement pour avoir accès. Là, je vous donnais des catégories de réflexion, là, comment on organise la classe, le rangement, les branchements, l'accessibilité, comment on pense à tout ça, l'organisation de l'environnement. Ensuite, plus loin, les modalités qui sont propices à l'entraînement. Qu'est-ce que vous faites pour entraîner, pour soutenir l'entraînement des élèves, en fait? Un peu plus bas, il y a des moments qui sont propices à l'entraînement. On n'en a pas eu beaucoup des suggestions là-dessus. Au début, entraînement individualisé avec l'orthopédagogue, puis ensuite des périodes d'études en classe où les autres sont en train d'étudier, puis certains élèves sont en train de s'entraîner avec l'aide techno. J'imagine qu'ils sont capables d'étudier, mais avec l'entraînement en même temps. Donc, si c'est des mots de vocabulaire à étudier, par exemple, ça peut être avec le prédicteur de mots, là, sans problème. Je ne sais pas si tout se prête à étudier avec les aides techno, mais dans un monde idéal, combiner les deux pour pas que l'élève se sente à part ou ait moins de temps pour faire d'autres choses, ça peut être le plus gagnant. Mais je sais très bien que c'est pas possible tout le temps. Si vous avez des questions en vrac aussi, là, j'ai mis une section là. Puis, s'il y avait des questions, vous auriez pu répondre à un ou une collègue. Ensuite, vous avez un répertoire de ressources humaines, matérielles, numériques, théoriques, là, peu importe toutes les ressources que vous voulez. Moi, j'en ai mis plusieurs en bas. Ces mêmes ressources-là sont dans le PDF aussi. Je vais vous montrer tantôt elles sont où, donc pas besoin de les copier, de les coller ou d'aller cliquer dessus tout de suite, là. Mais je vous les ai laissés là parce que c'est un document que je réutilise avec plusieurs personnes, donc c'est pas tout le monde qui a le même PDF que vous. Mais sachez que tout ça, vous l'avez déjà. Puis d'autres idées géniales, s'il y a des choses que j'ai oubliées dans d'autres catégories que vous auriez pu penser faire avec vos élèves. Donc, je vous laisse aller fureter là-dedans, compléter peut-être. On va se donner un gros 2 minutes parce que je sais que ça passe vite, là, puis vous avez peut-être des élèves à 9 heures. Donc, 2 minutes, jusqu'à 20. Je mettais, je vous laisse regarder ça, je vous laisse remplir. Puis après ça, on va partir dans le vif du sujet avec plein de belles ressources pour vous aider à entraîner vos élèves. Il est 20, je m'excuse de couper
le survol du document si vous êtes encore en train de le regarder. Je sais que c'est super court, mais hier, on a tellement manqué de temps que je me suis dit que j'avais pas le choix de laisser un tout petit peu moins de temps aujourd'hui. De toute façon, le document, vous y avez encore accès. Donc, si jamais vous avez des choses à aller ajouter ou d'autres idées à aller piger, il est toujours là, il va rester là. Donc, on y va avec l'organisation de l'entraînement. Un tout petit rappel pour vous dire que vous êtes une équipe autour de l'élève. Vous devez travailler en collaboration. Ça ne repose pas uniquement sur les épaules de l'orthopédagogue et de l'enseignant de français, parce que c'est drôle ce que j'ai justement ces deux personnes-là avec moi aujourd'hui, mais c'est souvent ces personnes-là qui ont le rôle de soutenir les aides technologiques dans une école, mais on sait que c'est bon partout. Pas juste dans la classe de français. C'est pour ça que j'ai mis les autres matières ici, là, dans mon illustration. Je vous fais ici, puis j'ai pas mon pointeur, mais ici, dans les illustrations, toutes les langues devraient penser à fournir des documents qui sont accessibles, par exemple, au niveau des mathématiques, au niveau des sciences, au niveau de l'histoire. Il y a des difficultés de langue, de français partout, pas seulement français, puis pourquoi l'élève aurait ces obstacles-là dans ces autres matières alors qu'il peut les atténuer un peu avec ses aides technologiques. Donc, je sais que là, je prêche à la chorale parce que vous êtes vraiment très impliqués, mais si vous avez quelque chose à donner à vos collègues, à votre direction d'école, par exemple, vous pourriez leur donner ça. Il y a aussi un document sur les conditions gagnantes qui est à la fin là, dans les ressources supplémentaires que je vous ai dit qu'il y avait dans le PDF et à la fin dans les ressources supplémentaires du document qu'on vient juste de consulter là, sur la gestion de l'entraînement. Ce document-là s'appelle « Conditions gagnantes pour la mise à l'essai des aides technologiques ». Et dans ce document-là, c'est hyper détaillé. Là. As-tu pensé à justement des prises? As-tu pensé à asseoir l'élève à une place qui est sur le côté proche d'une prise avec un plus grand bureau? As-tu pensé à telle chose, telle chose, telle chose? Il y a des choses qui sont réalisables dans le contexte où vous êtes. Et il y en a qui ne le sont pas parce que c'est des informations qu'on a recueillies, notre équipe et moi-même, dans plusieurs milieux, dans plusieurs écoles. On est allé s'associer avec une chercheuse aussi, Nadia Rousseau, avec ses recommandations sur les aides technologiques et les conditions gagnantes pour les mettre en place. Donc, c'est hyper exhaustif. Et il y a aussi une section sur les ressources humaines, parce qu'on le sait que le soutien en classe, c'est hyper gagnant, mais que malheureusement, on manque tout le temps de personnes avec nous. Sachez que dans plusieurs écoles, il y a des TES qui peuvent aller en classe, il y a des enseignants en soutien qui peuvent aller en classe, certains réapos aussi, tout dépendant du nombre d'heures ou de minutes par cycle qui leur sont accordés, peuvent aller en classe. Il y a aussi d'autres élèves qui peuvent aller en classe. Il y a des élèves de PEI qui font du bénévolat, ça peut être un échange de classe. Au primaire, c'est beaucoup plus courant qu'au secondaire, mais pourquoi pas aller chercher des élèves qui sont experts et qui pourraient se permettre d'aller faire du bénévolat pendant une période ou deux dans une autre classe ou pendant 15 minutes dans une autre classe pour donner du soutien à un élève avec son outil techno, ne serait-ce que pour avoir des habiletés techniques de base avec un ordinateur. Si c'est la première fois que l'élève a un ordinateur entre ses mains, par exemple, il vient d'arriver d'une autre école, il n'y en avait pas, ou peu importe, un nouvel arrivant. On parlait tantôt d'élèves issus de l'immigration pour l'aider à trouver dans le lecteur immersif comment aller chercher sa traduction. C'est pas facile, donc ce soutien-là pourrait être vraiment intéressant. Puis repensez à votre rôle aussi. Ce n'est pas à vous de prendre tout sur vos épaules, ni les enseignants, ni les autres intervenants. Essayez le plus possible de le faire en collaboration. Puis ça m'amène aussi à vous dire que si jamais vous avez besoin de réfléchir plus en profondeur à votre organisation d'équipe école, mettons des aides technologiques, je peux me déplacer puis aller avec vous, avec toute l'équipe, la direction et tout ça, pour essayer de repenser à comment on peut fonctionner. Un rappel de la dernière fois par rapport à Word et par rapport à PDF. Quand on avait fait nos essais dans la partie 1, on avait constaté que le Word était évidemment beaucoup plus accessible et c'est d'autant plus vrai avec le Lexibar parce que, je vais vous montrer là, la petite fiche avec le X dans le haut à gauche nous montrait qu'il n'était pas totalement compatible avec le logiciel. Par exemple, dans Adobe Reader pour nos PDF, c'est comme ça, c'est pas totalement compatible. La plupart des fonctionnalités que ça enlève, c'est pas très grave. Mais quand ça enlève le dernier, l'ajout de lettres à un mot pour retourner travailler dans ce mot-là, ça, pour moi, pour un élève en difficulté, c'est très dérangeant. Ça veut dire, mettons en version traduite, là, que l'élève doit cliquer sur son mot, aller tout effacer son mot et le recommencer du début pour avoir la prédiction de mot. Parce que s'il fait juste cliquer sur le mot, ajouter une lettre ou deux dans le milieu, changer une lettre ou ajouter une lettre à la fin ou peu importe, la prédiction de mots va se faire uniquement sur les lettres qu'il vient juste de taper parce que ce n'est pas complètement compatible, donc il n'y a pas accès à l'entièreté du mot.
Ça, pour moi, c'est hyper problématique pour des élèves qui ont des grandes difficultés parce qu'il faut qu'ils perdent ce temps-là, en guillemets, d'aller effacer un mot puis le recommencer au complet. Donc, la solution, vous vous souvenez, c'était d'utiliser Word Bureau. Word en ligne n'est pas entièrement compatible encore, utilisable quand même, là, mais pas entièrement compatible. Donc, cette fonction-là, d'aller juste ajouter des lettres à un mot, c'est pas disponible. Alors que dans Word en ligne, oui. Je reviens juste 2 secondes à nos PDF, là, juste pour vous rappeler. Je pense que je l'avais dit, mais je suis pas certaine qu'on peut ouvrir des PDF dans Word. Donc, quand vous ouvrez le logiciel Word Bureau, vous pouvez faire Fichier, Ouvrir, et là, allez sélectionner un fichier que vous avez en PDF pour l'ouvrir dans Word. Word va automatiquement faire la conversion. C'est pas parfait au niveau de la mise en page, évidemment, mais honnêtement, je l'ai utilisé avec des textes qui avaient des images là, imbriquées dans chacun des paragraphes, avec les paragraphes qui suivent là, le contour de l'image, et je l'ai transformé dans Word et ça s'est bien passé quand même. J'avais presque rien à ajuster au niveau de la mise en page. Donc, testez-le si jamais vous voyez que vous avez un PDF pour un élève et que ce serait bien correct pour lui d'utiliser un Word parce que des fois, on veut que ce soit un PDF. Là, donc, faites votre choix, mais judicieusement, sachant que ça, c'est une option. Ça peut peut-être vous aider à sauver du temps. Au niveau de Lexibor aussi, là, rappel de le temps, mettons, d'essai gratuit des 5 fonctions d'aide complet, là, quand ce temps-là est terminé, ben, il y a ce symbole-là jaune un peu partout qui apparaît. C'est vraiment fatigant pour les élèves. Donc, si c'est le cas, il faut juste aller désactiver les fonctions d'aide qui ne sont plus disponibles à la fin de la période d'essai gratuite. Donc, les illustrations et le prédicteur phonologique. C'est dans les paramètres de Lexibor. Donc, quand vous ouvrez Lexibor, vous faites un clic droit sur le petit icône qui est en bas à droite de votre écran au complet. Ensuite, vous cliquez sur Paramètres, puis là, vous allez désactiver les 2 fonctions d'aide qui sont payantes. Ça enlève le jaune, mais ça enlève aussi la colonne du prédicteur phonologique. Donc, l'élève se ramasse avec une seule colonne, avec ses mots. C'est moins mélangeant. Il n'y a pas à aller chercher à 2 endroits. Maintenant, comment soutenir l'entraînement? C'est ça, là, la grosse partie avec plein de choses que je vous donne. J'espère que ça ira pas trop vite. Hier, on m'a dit que ça allait vraiment vite puis que je donnais beaucoup d'outils. Arrêtez-moi si vous avez besoin, je le rappelle. Là, je pense que c'est essentiel que vous compreniez bien puis que tout soit clair. Donc, gênez-vous vraiment pas pour ouvrir votre micro et poser vos questions si jamais il y a quelque chose. J'ai essayé de regrouper pour vous, parce que je savais qu'on n'aurait pas le temps de voir tout ce matin, toutes les stratégies pour soutenir l'entraînement des élèves dont j'ai parlé avec différentes équipes écoles. Donc, ça vient des milieux, ça vient de moi, de mes recommandations, ça vient de mes lectures que j'ai faites. C'est un ramassis de plein de choses. J'ai essayé de faire un document très détaillé. Je l'ai fait expressément pour cette rencontre-là, celle d'hier également. Donc, si jamais vous voyez les coquilles dedans, s'il vous plaît, dites-le moi, je vais corriger ça. Et c'est séparé en 3 sections. Donc, les stratégies pour soutenir les élèves par les intervenants avant une tâche, planifier des tâches qui sont adaptées. On a parlé d'accessibilité tantôt. Dans le document, vous avez une liste des éléments à regarder pour vous assurer que votre document il est accessible le plus possible. D'introduire un outil à la fois. Donc, si vous introduisez un nouveau logiciel comme Lexibor, ben, pensez à faire une tâche qui est familière. Si vous introduisez une tâche qui est difficile, ben, essayez de garder un outil qui est familier. Donc, je le sais que vous le savez, là, c'est un rappel. On essaie de garder cet équilibre-là, puis d'introduire aussi une fonction d'aide à la fois. C'est plus facile pour l'élève. Personnaliser les outils, on l'a vu tantôt là, dans les boîtes de prédiction de mots, ça peut être vert et bleu d'un côté. Là, c'est assez bébé pour des élèves du secondaire. Généralement, ils préfèrent les autres visuels. Il y a aussi le zoom, les illustrations, personnaliser la voix, la vitesse de cette voix-là. Donc, tout ça, c'est un temps à prendre avec l'élève. Souvent, on a à le faire juste une fois, mais pour aller vraiment bien sélectionner les options qui vont être agréables pour l'élève, mais qui vont aussi être le plus fonctionnelles pour lui. Favoriser l'attitude positive, on y revient tantôt parce que je ne veux pas embourber, là, puis on manque de temps un petit peu. Pendant une tâche, là, je ne sais pas si vous avez remarqué mes magnifiques dessins, mais je fais une analogie de recette. Là, donc, on préparait nos ingrédients, là, on fait la recette. Ce n'est pas le temps de penser à aller scanner la photocopie au photocopieur parce que mon élève en a besoin numériquement, tout ça. Là. Donc, dans la planification, c'est là qu'on en parle. C'est vraiment un outil pour juste se rappeler en mémoire là, ce qu'on a à faire avant et là, on est pendant. Donc, prévoir le soutien à l'élève aux besoins, stratégie de dépannage. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un signet avec quoi faire quand il n'y a pas le mot dans sa boîte de prédiction de mots, par exemple? Quoi faire quand
il veut aller écrire une situation là, pour les plus petits, là, démarrer Word, démarrer Lexibar, ou pour les élèves qui ont une plus grande difficulté, ou pour les élèves dont c'est un outil qui est très, très inconnu. Donc, il y a des stratégies comme ça qu'on peut mettre, qu'on peut illustrer pour l'élève. Et la stratégie de dépannage n'est plus aller demander à l'adulte uniquement. Parce que oui, c'en est une, ça en reste une, on s'en sauvera pas. Mais s'il y a d'autres stratégies qui viennent avant, ça peut vous sauver énormément de temps et ça peut vous aider à soutenir les élèves qui en ont le plus besoin, incluant cet élève-là, mais pas uniquement. Donc, il y a plusieurs choses qui sont détaillées là-dedans au niveau du soutien à l'élève. Dans le document, vous allez avoir plein d'idées. Faire réfléchir l'élève à son utilisation de la fonction d'aide. On a tendance à se dire « Ah, c'est beau, il l'utilise, c'est correct, mais est-ce qu'il l'utilise optimalement? Est-ce qu'il a vraiment bien fait telle chose que je lui ai demandé de faire? » Puis, tantôt, je vous disais, essayez de favoriser une seule chose à la fois. Donc, pour vous, c'est la même chose. Donnez-vous un objectif d'apprentissage ou d'entraînement pour l'élève. C'est cet objectif-là que vous allez observer au niveau 3 et que vous allez faire réfléchir l'élève, en fait, sur lequel vous allez faire réfléchir l'élève par rapport à son utilisation de l'outil. Donc, tout ça, ça va ensemble, puis essayez de vous faire des grilles d'observation ou d'en utiliser, je vais vous en donner tantôt, qui sont déjà toutes faites, sur les stratégies que vous êtes en train de travailler avec l'élève pour pas que ce soit long, prendre des notes, parce que là, je l'ai mis en gris, là, des fois, noter pendant un cours, pendant une tâche, ce n'est pas possible. Donc, je l'ai mis aussi après. Des fois, noter les progrès, ça vient après le cours, en 2 cours, quand on a une pause quelconque, quand les élèves deviennent en travail autonome et que, miraculeusement, on n'a pas de questions. Pour le après, une tâche, ben, je l'ai mis après, mais il faut quand même y penser avant, là, faciliter la remise, essayer d'avoir un protocole qui est connu de l'élève, qui est similaire dans d'autres cours aussi, ça peut aider pour certains élèves, ou faciliter l'enregistrement. Où est-ce que je vais l'enregistrer? Où est-ce que je le garde pour moi? Et je fais une toute petite mini-parenthèse parce que dans le document de gestion de l'entraînement, il y a des intervenants hier qui ont écrit d'avoir une clé USB. C'est possible que la clé USB qui, selon les directives ministérielles, parce que c'est même pas juste chez nous, là, ne soit plus assez sécuritaire, soit retirée. C'est possible qu'on en ait du CSDHR qu'on achète et qu'on donne, mais à ce moment-là, ce serait vraiment pas à chaque élève, je pense pas, là, du moins parce que ça coûterait très, très cher. Et il y a plein d'élèves qui ne s'en servent pas de clé USB, donc à suivre, là, mais si vous avez un protocole d'enregistrement du travail ou de remise du travail à faire avec vos élèves et avec vos collègues surtout, si vous essayez d'uniformiser ça, allez vers autre chose que la clé USB parce que je vous le dis, ça va peut-être être retiré. Valider l'autonomie de l'élève avec son outil et sa fonction d'aide. Souvent, on donne des rétros sur le travail, mais c'est aussi une bonne idée d'aller faire un retour avec l'élève sur son autonomie, mais aussi d'aller le questionner sur ce qui s'est passé. Est-ce que tu étais capable de faire ça? Comment ça s'est passé pour telle chose? Peu importe, là, les questions, vous les avez. De toute façon, vous les utilisez probablement déjà, puis sinon, ben, il y en a dans le document. Donc, justement, ce document-là, il est là, celui dont j'arrête pas de vous parler parce qu'il est plein de détails. Il est très, très gros. Je pense que, comme je vous ai dit, il me semble que c'est 8 pages. Là. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le document à télécharger. Et vous avez la table des matières ici à droite, qui est à peu près ce que je vous ai présenté dans les diapos résumés, mais avec un petit peu plus de détails, là, comme faire réfléchir l'élève sur sa prédiction de mots, sur sa synthèse vocale, sur sa révision, sa correction. Là, vous avez des détails qui sont là, qui sont fort intéressants. Je vais cliquer dessus moi aussi pour vous partager mon écran, juste pour le survoler. On n'aura vraiment pas le temps de regarder tout. Voilà, donc ça, c'est la table des matières là, que je vous ai mise dans la diapo. Et vous avez aussi parfois des liens cliquables de tutoriels pour vous aider à aider les élèves. J'en ai pas mis tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns. Là, au niveau de l'accessibilité des textes, par exemple, ce que je vous disais, là, la liste de choses à vérifier. Vous l'avez ici, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits points à valider. Puis, un tutoriel de 3 minutes pour numériser avec la reconnaissance optique des caractères sur nos photocopieuses Kyocera qu'on a dans nos écoles. Ensuite, pour introduire un outil à la fois, là, vous avez toujours la section « Pensez à telle chose, telle chose, telle chose ». Ça ne veut pas dire « Faites telle chose, telle chose, telle chose ». C'est juste
avez-vous pensé à ça ou juste ça pourrait être intéressant de penser à ça? Parce qu'il y en a des élèves pour qui ça ne s'appliquera pas. Il y a des milieux pour lesquels ça ne s'appliquera pas. Donc, adaptez-le. C'est un Word, c'est pas pour rien. Il n'est pas en modification, mais vous pouvez très bien vous le télécharger, faire votre propre version, garder seulement ce qui s'applique chez vous, l'imprimer, surligner ce que vous êtes en train de travailler avec l'élève ou des astuces que vous avez envie de réutiliser. C'est vraiment la liste de tout ce que j'ai eu comme conseil à donner ou que j'ai reçu comme bonne idée. Entre autres, là, ici à l'écran, vous le voyez, le lecteur immersif de Word dont je vous parle depuis tantôt. Il y a une liste de lecture dans notre chaîne YouTube là-dessus. Parce que malheureusement, je n'ai pas le temps de vous montrer ce matin, étant donné qu'on parle de Lexibar majoritairement, là, mais que vous avez quand même ça comme alternative si jamais ça bug. Ça peut être vraiment intéressant de garder ça dans votre petite poche, en arrière, puis de se dire, OK, la synthèse vocale bug, c'est pas grave, je sais que je peux utiliser tel outil ou tel autre outil. Puis ça s'en vient aussi, là, j'ai des diapos pour ça aussi tantôt. Donc, j'arrête le survol là, je pourrais le faire défiler pendant longtemps, là, mais vous avez des petits liens un peu partout pour vous aider et plein de stratégies ou de choses à penser parce que des fois, dans le brouhaha, c'est un peu difficile de s'organiser. Donc, je me suis dit que je vous ferais ça pour vous faciliter la vie. Comme ça, tout est regroupé à un même endroit. Là, on s'en va, je pense, de souvenirs de mémoire dans les documents qui vont être pour les élèves davantage. Oui, exactement. Donc, ça, c'est un code de correction qu'on avait vu la dernière fois, qui n'est pas exactement fait pour Lexibar, mais qui est très résumé, très vulgarisé, parfait pour des élèves un peu plus jeunes ou avec des plus grandes difficultés ou qui ont besoin d'un très, très gros résumé. Et vous avez la version modifiable qui est ici, sur laquelle vous pouvez cliquer, là, mais je n'ai pas mis le petit clic parce que ce n'est pas obligatoire. Par contre, l'autre document, celui-ci, c'est moi qui l'ai préparé parce que j'ai cherché partout, les collègues réussis un peu partout, sur Mieux enseigner même, partout, là, il n'y en a pas des démarches d'autocorrection avec Lexibar et avec Word qui sont gratuites. Donc, j'ai fait celle-ci. Elle est, je pense, très exhaustive dans le sens où il y a vraiment beaucoup d'éléments, mais c'est voulu que ce soit un Word, c'est une version modifiable. Donc, je vais vous inviter à cliquer sur le lien démarche d'autocorrection avec Lexibar et Word. Je vais faire la même chose et encore une fois, vous partagez mon écran pour qu'on aille l'explorer ensemble. Juste pour vous montrer un peu là, la façon dont j'ai classé tout ça. Puis évidemment, là, comme je l'ai dit, c'est dans Word, donc vous pouvez très bien faire du copier-coller, enlever des éléments que vous trouvez qui n'ont pas rapport pour vous ou peu importe là, ce que vous avez envie d'utiliser. C'est une démarche d'autocorrection qui se veut entièrement numérique, donc pas besoin d'imprimer un document pour faire des manipulations papier. J'ai pas beaucoup insisté sur les manipulations syntaxiques non plus. Il y en a plusieurs, là, des démarches d'autocorrection qui barrent certains mots, qui ajoutent des flèches même dans le document. Mais je trouvais qu'ajouter des flèches dans un document Word, même si ça se fait, là, c'était pas le plus convivial. Donc, je suis pas allée avec ça. J'ai essayé de rester le plus simple possible, même s'il y a quand même beaucoup d'éléments. Dans les tableaux, je suis allée par critères de correction, le critère d'écriture. Donc, adaptation à la situation d'écriture et cohérence du texte, je les ai mis ensemble. Vous pouvez très bien les séparer, mais je suis allée aussi par... puis là, je vous fais juste une mini parenthèse. La mise en page, elle est très, très laide quand on est en ligne. D'accord? C'est pas normal que le haut-parleur soit là. Il est censé être à droite avec les autres icônes de Lexibar et de Word. D'ailleurs, c'est juste le visuel là, pour aider les élèves à savoir quel outil prendre et quelle fonction d'aide à ce niveau-là, là, la synthèse vocale. Mais quand vous allez le télécharger puis vous allez l'ouvrir dans Word Bureau, ça va tout être placé comme il faut. Donc, ça, c'est en ligne, comme on le sait, là, la mise en page en ligne, c'est pas l'idéal, mais c'est pas grave, faites-vous-en pas, vous en téléchargez votre propre copie, puis vous partez avec, puis vous la modifiez comme vous voulez. Donc, je reviens. J'ai fait ça en regroupant les critères, adaptation à la situation d'écriture et cohérence du texte ensemble, parce que je trouvais qu'avec la synthèse vocale, si on demande de relire soit un texte en entier, si l'élève en est capable, soit un paragraphe à la fois, ça pourrait être vraiment intéressant pour lui d'écouter ses idées et de voir si son texte, si ses paragraphes, justement, sont logiques, chronologiques ou peu importe comment vous les validez avec eux. Donc, ça pourrait être mis ensemble et une seule manipulation, c'est-à-dire de relire le texte, soit en entier, soit un paragraphe à la fois. Là, vous choisissez celui que vous voulez garder pour votre élève. Ça peut être le fun. Puis après, vous avez des petits points à aller valider. Vous pourriez demander à l'élève de surligner
ce qu'il a validé, une première fois, par exemple, en jaune, une autre fois par-dessus en orange, en vert, en bleu, tu sais, quelque chose qui va paraître par-dessus, ça peut être ça. Sinon, à gauche, vous avez 2 colonnes. Dans le haut, j'ai écrit que ça pouvait servir à une première vérification pour soi-même. Donc, j'ai fait ces manipulations-là, j'ai utilisé les éléments de vérification qui sont là. Et la deuxième fois, ça pourrait être après une rétroaction par un partenaire d'écriture, par exemple, par l'enseignant, par l'orthopédagogue, par un autre intervenant, par un père, peu importe. Et ensuite, qu'est-ce que tu es allé transformer après? Qu'est-ce que tu es allé réviser ou corriger après cette rétroaction-là? Ça peut être vraiment le fun pour que vous ayez accès à leur stratégie puis à ce qu'ils sont en train de réaliser comme manipulation syntaxique, mais dans leur tête et sur un texte numérique, des fois, c'est plus difficile à voir parce qu'on ne voit pas nécessairement ce qui a été raturé, barré, changé ou tout ça. Donc, voilà. C'est pour ça les 2 colonnes. Mais vous pourriez les enlever. Ensuite, au niveau vocabulaire et orthographe, là, pour vrai, c'est très la mise en page, là, mais bon, j'ai pas le temps d'aller dans Word bureau. Là. Donc, on continue. Encore une fois, la synthèse vocale, très, 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 très utile pour la correction dans un texte. Là. Et je vous ai mis aussi, malgré le fait que je vous ai dit que c'était Lexibar et Word, 2 dictionnaires en ligne qui sont vraiment intéressants. Et parce que c'est pas suffisant, selon moi, d'utiliser ces 2 outils-là pour certains besoins. Donc, par exemple, le Dico Apicera, si vous avez le lien ici, je vous recommande vraiment de l'utiliser dans Edge pour avoir accès aux voix québécoises, mais c'est un dictionnaire dans lequel on peut entendre les mots, tout comme dans le prédicteur de mots de Lexibar, on peut les entendre quand on clique dessus. Dans ce dictionnaire-là, c'est la même chose. Il y a des illustrations aussi dans ce dictionnaire-là. Et il y a aussi la prédiction qui est phonologique. On peut l'ajuster, cette prédiction-là, dans le Dico Apiceras, soit avoir juste la prédiction orthographique ou soit avoir la prédiction phonologique en tassant un curseur. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller vous le montrer, mais vous avez le lien qui est ici et vous avez évidemment un Zito qui est un dictionnaire qu'on connaît bien et qui contient aussi quand même la prédiction phonologique un tout petit peu, pas les illustrations. Mais si vous commencez à écrire un mot dans la barre de recherche, vous avez en dessous des suggestions et ça peut tenir compte de la prédiction qui est phonologique. Donc, ça aussi, ça peut être vraiment intéressant. Beaucoup plus utilisé par les plus vieux, le Zito. Le Dico Apiceras, étant donné qu'avec les illustrations et tout ça, ça peut être un petit peu plus visuellement bébé pour les élèves. Vraiment choisir à quel élève on le demande ou on le propose. Vous avez des résumés, là, portez attention aux mots vert, bleu, rouge comme tantôt. Je passe très, très vite parce que dans celui-ci, vous avez encore une fois le lecteur immersif de Word pour aller travailler les classes de mots. Parce que dans le lecteur immersif, on peut faire afficher certaines classes de mots. Par exemple, les noms en rose. On peut changer la couleur si vous avez déjà un code de correction en couleur, là, mais ils peuvent s'afficher par défaut en rose. Et là, on peut aller travailler au niveau du groupe du nom, l'accord dans ce groupe du nom-là, en ayant le nom noyau qui est là et qu'on voit et qui est beaucoup plus facile pour l'élève. Donc, ça peut être des stratégies qu'on peut utiliser en apprentissage ou même pour bonifier le texte comme un auteur, comme j'ai écrit ici, là, pour aller ajouter à ce groupe du nom-là une expansion quelconque. C'est la même chose pour les verbes, les adverbes, les adjectifs. Il n'y a pas le reste des classes de mots, par contre, et ce n'est pas parfait. Il faut vraiment faire attention. Je donne tout le temps l'exemple des noms, parce que c'est le plus évident. Là. Les élisions, comme, mettons, L''éléphant, l'éléphant, va compter comme un seul mot, et il va être catégorisé en nom. Donc, même avec le petit déterminant en avant, Word reconnaît les mots comme étant des suites de lettres entre 2 espaces, et le principal, c'est éléphant, fait que ceci est un nom. Donc, encore une fois, c'est pas parfait, il faut le travailler avec les élèves, mais ça peut être un très, très chouette outil. J'arrête ça, je reviens dans la présentation très rapidement, mais je sais que je parle hyper vite, là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Voilà, et ça, c'est le signet qui est le résumé des astuces du parcours Lexibar qu'on va voir dans quelques diapositives. Là, je vais vous le montrer dans vraiment pas longtemps. Ce signet-là aussi, je vous recommande vraiment de cliquer dessus. C'est un signet qui est à imprimer en couleur si vous êtes capable. Parce qu'évidemment, là, il y a toutes les couleurs, le rouge soulignement dans Word, il y a les couleurs vert, bleu, rouge dans Lexibar, les couleurs du prédicteur et tout ça. C'est vraiment un résumé de chacune des astuces et ces astuces-là viennent avec des vidéos qui peuvent vous aider à entraîner l'élève.
Donc, j'ai le goût d'aller tout de suite à cette page-là, puis je reviendrai après, là, juste pour vous montrer. Les signets, vous pouvez vous les télécharger. C'est encore une fois une version modifiable dans Word que je vous donne. Donc, si vous avez à modifier des trucs, allez-y, c'est gratuit. J'ai préparé ça pour vous à partir d'un document d'un autre centre de service, donc que j'ai modifié pour que ça soit compatible avec ce que nous, on a comme produit chez nous, là. Je pense super vite, je vais revenir à ça. Je veux aller vous montrer, voilà, il est là, le parcours Lexibor. Vous avez deux options. Soit vous prenez le référentiel des aides technologiques au complet, qui inclut le parcours, mais le référentiel inclut aussi des arbres de réflexion. Puis là, je retourne à la page d'avant juste pour vous montrer. Ça, c'est un exemple d'arbre de réflexion. Celui-ci, par rapport à l'attitude qu'on disait tantôt, là, garder une attitude positive envers son aide technologique par l'élève, mais si ça ne fonctionne pas, c'est très difficile d'avoir cette attitude positive-là. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le jeune sait pourquoi il utilise son aide techno? La quête de sens dont on parlait tantôt, la valeur ajoutée dont on parlait tantôt, est-ce qu'il est au courant de tout ce que ça peut lui apporter d'utiliser son aide techno de manière optimale? Parce qu'on le sait que si, et là, ça m'amène à la deuxième chose, l'entraînement n'est pas complet, s'il n'est pas habile, s'il n'est pas autonome, ça peut être frustrant là, au début. Ça lui prend beaucoup de soutien justement pour rester positif par rapport à tout ça, puis se dire que, coudonc, lui aussi est en apprentissage, c'est un nouvel outil qui va être payant dans pas longtemps, mais qui, pour l'instant, le ralentit. Donc, il faut vraiment le mettre en contexte, là, le jeune, sur le comment, puis son entraînement, puis lui dire, non, tu es en entraînement, c'est normal, tu es comme un grand sportif. Là. En ce moment, tu apprivoises cet outil-là, tout comme la première fois que quelqu'un essaierait de sauter à la perche, ce serait probablement pas glorieux. T'sais? Un exemple comme un autre. Et la dernière colonne, finalement, si il connaît la valeur ajoutée, s'il a été bien entraîné, s'il est à l'aise de l'utiliser, mais que finalement, ça répond toujours pas à ses besoins, là, mais on peut se demander, est-ce que c'était le choix de l'outil peut-être qui n'était pas le bon? Est-ce qu'on pourrait lui proposer autre chose? Est-ce que ça répond vraiment à tous ses besoins? Est-ce que ses difficultés ont été bien analysées? Tout ça, on régule. Fait que ça, c'est un des arbres qui est disponible. Puis comme je les trouve précieux, ces arbres-là, je vous ai mis dans la prochaine diapo le référentiel au complet. Mais le parcours dont je vous parle, il est ici et on va cliquer dessus, je vais aller vous le montrer. Parce qu'il y a les vidéos associées aux astuces qui sont dans le signet que vous pouvez utiliser avec vos jeunes. Fait que je vous partage mon écran pour qu'on survole cette section-là, le parcours. C'est un site Internet qui est dédié uniquement au parcours Lexibor. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre dans le site. Les gens ne peuvent pas se perdre non plus si jamais vous décidez de leur faire écouter les vidéos eux-mêmes. Ces vidéos-là sont aussi dans notre chaîne YouTube, en passant, dans la liste de lecture entraînement à Lexibor. Ça, c'est la liste qui est pour les jeunes. Puis, il y a aussi une liste de lecture qui s'appelle juste Lexibor tout seul. Ça, c'est pour les intervenants, dont l'enregistrement d'aujourd'hui va faire partie bientôt. Info générale, introduction, je passe ça, conclusion aussi. Les deux sections que je veux survoler avec vous, c'est être fonctionnel. Donc, purement technique, là, on va cliquer dessus. Il y a juste des slides, des Google Slides, voyons, des présentations comme des PowerPoint, mais en Google, pour aider à utiliser Lexibor sur un PC ou Lexibor sur un iPad, parce qu'il existe aussi en version application, que j'aime moins parce qu'il prend beaucoup de place, mais si c'est ça l'outil que le jeune a, on peut utiliser Lexibor quand même. Ensuite, il y a des activités d'intégration pour les paramètres. Vous pouvez cliquer dessus, mais ce que je veux vous montrer vite dans le survol, c'est ces capsules-là, tutoriels, qui sont très courtes et qui sont associées à chacune des fonctions d'aide. Donc, vraiment au niveau technique, là, comment tu utilises le prédicteur orthographique, où est-ce que tu cliques et tout ça. Là. Et ça, c'est la fin. Avec la foire aux questions, c'est la fin de la section technique. Et dans le volet pédagogique, là, il y a des choses intéressantes pour vous. Fait que je vais prendre un petit peu plus mon temps pour celui-là. Pas beaucoup, parce qu'il nous reste 2 minutes. Donc, 12 minutes, on est correct. Donc, dans cette section-là, j'ai descendu vite. Là, il y avait introduction aux astuces, puis organisation en classe que vous pourriez regarder pour lire, ça fait partie des conseils, d'ailleurs, que j'ai mis dans l'autre document Word avec tous les conseils avant, pendant, après. Et ici, c'est ça que je veux vous montrer le plus. Vous avez vos astuces, c'est les mêmes mots exactement, même tutoriel vidéo que ce qu'il y a sur les signets. C'est la même chose, ça va tout ensemble, donc c'est des outils qui sont vraiment complets. Le signet pour le jeune et la grille d'observation pour vous ou en auto-évaluation par votre élève. Donc, j'y vais avec la grille d'observation. C'est un Google Doc, ça va peut-être vous prendre un compte Google pour
pour l'ouvrir, là, des fois, il y a des intervenants qui me disent que c'est difficile à ouvrir. Si jamais vous n'y arrivez pas et que vous n'avez pas de Gmail ou de quoi que ce soit pour vous connecter, faites-moi signe, je vais le télécharger pour vous, je vais vous l'envoyer. Donc, dans ce document-là, c'est une grille d'observation. Tantôt, je vous disais, pendant l'activité, il y a une grille pour vous sauver du temps. Bien, cette grille-là, ça pourrait être celle-là que vous prenez. Vous pourriez dire, aujourd'hui, on travaille seulement au niveau de la gestion de la synthèse vocale pour le jeune, puis même encore plus pointu que ça, je veux juste qu'il soit capable de sélectionner maximum un seul paragraphe avec sa souris. Je veux juste ça. Il a tendance à prendre tout le temps tout son texte. Je veux qu'il soit capable de prendre un seul paragraphe pour aller valider que c'est logique son regroupement ou pour aller valider que ça répond à la situation d'écriture, par exemple. Donc, vous pourriez choisir d'observer seulement ça et de juste cocher si ça a été réalisé. Là, je vais zoomer pas mal. Si ça a été réalisé avec une aide qui est très soutenue, une aide qui est partielle ou de manière autonome. Vous pourriez même, au lieu de cocher, écrire la date pour réutiliser cette grille-là. Parce que là, je vois la date en haut, mais moi, je ne l'utiliserai pas comme ça. J'économiserai mon papier ou ça s'utilise aussi sur un iPad. Si vous avez la chance d'avoir un iPad, vous pourriez l'écrire dessus. J'écrirai la date d'observation. Exemple, sélectionner maximum un seul paragraphe avec la souris, avec une aide très soutenue là, et un rappel constant le 3 octobre. J'écris 3 octobre. Par exemple, là, dans 2 semaines après, je me dis, OK, aujourd'hui, ça sera un bon temps pour observer encore cette astuce-là. Je vois que c'est 1 puis 1, là, mais bon, c'est pas grave. Petite erreur de ce côté-là, mais c'est pas très grave. Et ensuite, je me dis, OK, j'observe 2 semaines plus tard la même chose. Encore être soutenue, je réécris la date encore vis-à-vis ça. Puis il y a quand même assez d'espace pour être capable d'écrire une couple de fois les dates. Au pire, vous faites des flèches, des regroupements, je vous fais confiance, vous allez être capable de faire tout ça. Là. Mais je trouve que c'est très, très intéressant d'avoir des grilles déjà toutes faites et elles sont reliées aux astuces qui sont reliées aux vidéos. Donc, tout ça, ça peut être un beau package deal déjà fait pour vous. C'est vraiment du clé en main. Il y a la même chose, grille d'observation pour l'écriture et une grille d'observation uniquement pour la correction, la partie correction de l'écriture. Donc, vous avez 3 grilles déjà prêtes pour vous avec toutes les astuces qui vont jusqu'à 9, l'utilisation du vérificateur de Lexibar. Vous avez aussi des défis si vous voulez les faire avec vos élèves pour commencer l'entraînement. Ici, exemple, réécrire ce texte-là avec le vérificateur orthographique en contexte d'écriture, tout ça. Là, vous pourriez, il y a les consignes qui sont là si vous voulez les déplier pour le faire avec vos élèves. Puis vous avez aussi une autre partie ici, Lexibar en contexte de lecture, si vous voulez, dans l'entraînement avec un PDF ou sur le web, parce que ça fonctionne aussi sur le web Lexibar. Je reviens à la présentation. OK, on reprend. Ça, c'est le référentiel. J'avais sauté quelques pages. Je vais revenir en arrière juste pour vous montrer, mais on l'avait déjà exploré dans la partie 1, le jeu d'entraînement à Lexibar. Si vous avez des élèves qui ont besoin d'avoir une façon ludique de s'entraîner, si vous cliquez sur le lien monurl.ca/jeu Lexibar ou si vous l'écrivez comme ça directement dans la barre de navigation, vous allez avoir accès à cette course-là, Lexibar. Et dans le Geniali, qui est là, le site Internet Geniali, il y a, je vais, avec mon pointeur laser, vous montrer là, ici la section où vous allez pouvoir aller voir tous les défis, donc tous les petits numéros, là, 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'à 39. C'est très petit à mon écran, là, mais vous avez la liste de tous les défis, puis vous avez un lien pour aller télécharger le document en Google Doc avec les défis qui sont classés par catégorie. Donc, tous les défis au niveau des paramètres, de l'ajustement des paramètres. Tous les défis au niveau de la synthèse vocale dans Word. Tous les défis au niveau de la synthèse vocale dans Adobe Reader, tout ça. Donc, c'est tout bien classé. Ça peut vous donner des bonnes idées de dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je pense à l'entraîner pour ça, 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 parce que lui, il a le droit à telle fonction d'aide. » Donc, toutes ces choses-là, il doit savoir les faire. Donc, ça, c'est dans le jeu Lexibar. Puis, il n'y a rien qui vous empêche de dire, au lieu d'utiliser le petit dé pour ne pas laisser la chance au hasard, si c'est correct avec votre élève, s'il n'y a pas besoin de cet aspect de ludicité-là. Il n'y a rien qui vous empêche de dire, ben, je te donne la liste des défis et tu coches ceux que tu as réussi ou je coche ceux que tu as réussi ou ton équipe coche celles que vous avez réussi parce que l'équipe au complet pourrait décider de faire le jeu à la fin d'une période quand il vous reste 15 minutes puis que vous en avez plein le pompon, ben, vous les lancez sur le jeu puis voilà, ils sautent aux gens, en théorie. Vous avez aussi une vidéo qui présente le jeu avec beaucoup plus de détails sur la chaîne YouTube. Le lien est là. Je ne vous recommande pas d'y aller tout de suite, mais sachez que c'est là si vous avez envie de l'utiliser et que ce n'est pas trop clair, juste le jeu comme ça.
il y a des explications. Je pense que j'ai sauté aussi par-dessus la chaîne YouTube. Celle-là, selon moi, elle est très, très importante. Puis, ah oui, il y a un autre petit truc avant, une nouveauté. Les 3 autres référentiels pour les élèves, aide-mémoire, Lexibar de ELEM, pour la technique, très utile, très bien fait. Il y a aussi les aides-mémoire Lexibar à 3 fonctions. Ça, c'est le fun parce que votre élève qui peut utiliser seulement les 3 fonctions n'a pas les 5 fonctions dans son aide-mémoire. Il y a aussi le 5 fonctions. Ça a été fait par une orthopédagogue à notre centre de service, Sophie Paquette, qu'on remercie de son partage. Il y a le flipbook personnalisé. Cliquez pas dessus maintenant, là, je vais juste vous montrer. Je pense que je l'avais sorti. C'est quelque chose qu'on utilisait en classe pour aller personnaliser des recommandations. Puis là, je le montre vite là, parce que c'est vraiment une forme de flipbook, tu sais, un petit cahier qui s'ouvre comme ça. Pour les conseils personnalisés, parce que vous pourriez dire à un élève que celui-ci, cet élève-là, doit travailler sur la majuscule dans les noms propres, mais l'autre à côté, il n'y en a pas besoin parce qu'il réussit tout le temps ça. Pas grave. Vous pourriez dire aussi, toute la classe, on a travaillé notre participe passé employé avec être. Ça, on va le souligner pour toute la classe parce que là, maintenant, vous le savez, vous devez les vérifier. Fait que c'est vraiment une façon d'aller surligner les conseils les plus fréquents qui sont donnés à des élèves en contexte de révision et de correction d'écriture. Et là, ça a été fait pour le 3e cycle du primaire, par contre, donc il y aurait des choses à ajuster pour vous. Je pense que le lien qui est là, ça vous amène à un Word, donc vous allez pouvoir le modifier comme vous voulez. Et quand vous l'imprimez, vous pouvez le brocher pour faire un petit flipbook. Ceci étant dit, je reviens à la chaîne YouTube. Dans la chaîne YouTube, si vous cliquez sur le lien qui est là ou vous écrivez monurl.ca/chaîne VP, vous avez les 2 listes dont je vous ai parlé tantôt. Entraînement à Lexibar, c'est celle pour les jeunes. Vous pourriez dire à un jeune qui a un ordinateur de la 3810, par exemple, toujours le même, de garder un raccourci sur son bureau. Puis je vous ai mis une capsule pour faire un raccourci sur le bureau. Si jamais c'est pas facile pour votre jeune de faire ça, il pourrait se fier à la capsule. Et garder toujours cette liste de lecture-là parce que c'est plein de tout petits tutoriels, 1, 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes maximum pour chaque fonction d'aide ou chaque petite astuce. Donc, il ne se souvient plus comment utiliser sa synthèse vocale ou dans Adobe Reader, mettons, il va aller cliquer là-dessus puis il va avoir accès à quelqu'un qui va lui expliquer. Je dis quelqu'un parce que c'est pas toujours moi. Quand je trouve quelque chose qui est fait ailleurs et qui fonctionne chez nous, je le reprends. Là, je réinvente pas la roue. Par contre, si jamais vous trouvez pas quelque chose dans la chaîne YouTube, s'il vous plaît, écrivez-moi parce que justement, c'est comme ça que je sais ce qu'il faut que je rajoute pour les équipes écoles qui me contactent. Là. Fait que soit je cherche quelque chose puis je le rajoute ou soit vous me le dites puis je le produis si j'ai rien trouvé. Fait que merci de m'aider à entretenir cette chaîne YouTube-là. Je continue, je passe par-dessus parce que ça, on l'a tout vu. Ça, c'est les astuces de dépannage quand ça bug. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, donc je survole, mais sachez que chacun des liens, ce sont soit des listes de lecture sur l'outil que je vous propose, ou soit une seule vidéo qui vous explique comment utiliser cet outil-là. Donc, j'ai pas vraiment besoin d'aller dans le détail avec vous parce que je sais pas si votre Lexibar bug ou pas, là, puis de toute façon, ce que je veux, mon intention avec ça, c'est juste que vous sachiez que ça existe. Donc, quand Lexibar bug et que vous avez un document Word, vous pourriez utiliser le lecteur immersif. Celui-ci contient la synthèse vocale, contient également les illustrations, comme on a dit tantôt, ça peut être fort pertinent. La lecture à voix haute dans Word, c'est juste avec un clic droit, on peut entendre un mot dans Word. La lecture, elle est déjà là. Sinon, quand vous activez la lecture à voix haute, vous pouvez aussi sélectionner une phrase au complet, peser sur le petit play en haut à droite. Ce tutoriel-là va tout vous montrer comment l'utiliser, puis vous pourriez même le donner directement à vos élèves, ce tutoriel-là. C'est pas très long. La prédiction de mots dans Windows, gros bémol, c'est vraiment pas la même prédiction de mots que le Lexibar. Là. Utilisez toujours Lexibar avec vos élèves si possible, mais quand il bug, minimalement, au moins, vous auriez cette option-là, le prédicteur de mots dans Windows, va vous donner 3 petits mots. C'est pas beaucoup, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas d'autre choix, mais au moins, ça existe. On peut l'activer dans Word, on peut l'activer dans tout ce qui est Windows, en fait. Capture d'écran du lecteur immersif, je passe super rapidement, je vais juste vous montrer les illustrations, là, elles sont où? Je pense que c'est par là. Mon Dieu, j'aurais besoin d'un zoom, c'est trop petit mon affaire. Un petit moment. Donc, dans les préférences de lecture, là, vous avez le focus sur ligne aussi. Je pense que je ne vous en avais pas parlé là, pour les élèves qui ont de la difficulté à suivre au niveau de la lecture. Les classes de mots sont toutes là. Donc, c'est dans les 3 onglets. Là, je vais revenir en arrière, là, ces 3-là. Ici, ici, ici.
aller jouer là-dedans, puis aller changer les paramètres. Les paramètres de voix sont en bas ici là, pour la synthèse vocale. Il y a juste male et female. Je ne sais pas s'ils l'ont changé, là, mais la dernière fois que j'ai testé, c'était male et female, mais c'est femme et homme, là, on s'entend. Donc, ça, c'est pour le lecteur immersif. Si vous avez un document PDF et que ça ne fonctionne pas, la lecture audio, elle est disponible directement dans Adobe Reader. Adobe Reader permet de lire des blocs de texte. Donc, un paragraphe seulement, un encadré seulement, un titre seulement. Et on peut faire pause, mais on ne peut pas sélectionner une seule phrase dans l'encadré. Le tutoriel qui est là vous l'explique. Sachez encore une fois que ce n'est pas parfait, mais au moins, si Lexibarbug, vous avez un PDF et que c'est maintenant ou jamais, bien, vous avez cette option-là. Là, je vois qu'il est 9 h. Si vous devez quitter, allez-y. Si vous avez le temps de remplir le petit form qui est là ou juste cliquer dessus puis le remplir à la pause plus tard, ça m'aide toujours à m'améliorer, d'avoir votre rétroaction. J'apprécie grandement. Et les ressources supplémentaires que je vous avais dit que je vous avais mises à la fin sont ici, dont le document sur les conditions gagnantes avec les ressources humaines, matérielles et tout ça. Ça peut être vraiment intéressant. Ça me fait plaisir, Sophie. Et puis sinon, si vous avez des questions, je vous remets mes coordonnées ici. Sachez que c'est terminé, l'enregistrement va s'arrêter là. Donc,